Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique pour laquelle nous avons invité Caroline Forest. Caroline Forest, bonjour. Bonjour. À l'occasion de la publication l'année dernière, juste avant la période du Covid, de son livre Génération offensée, sous-titré De la police de la culture à la police de la pensée. Un mot avant de commencer notre conversation, si vous voulez bien, un mot pour signaler à nos auditeurs qu'à partir d'aujourd'hui, la mise en ligne du compendium, du compte-rendu analytique de nos conversations hebdomadaires, sera découplée de la mise en ligne de ces conversations. Vous pourrez nous écouter à partir du dimanche à 11h et vous pourrez nous lire à partir du mardi suivant, également à 11h. Caroline, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes éditorialiste, vous êtes documentariste. Depuis de nombreuses années, vous militez en faveur de l'égalité et de la liberté, contre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Vous êtes rédactrice en chef de la revue Pro-Choix, que vous avez cofondée en 1997, et qui a pour objet, je cite, la défense des libertés individuelles contre toute idéologie dogmatique, liberticide, essentialiste, raciste ou intégriste. En 2018, après de nombreux documentaires, vous avez réalisé votre premier film de fiction, Sœurs d'armes. En février 2020, vous avez publié chez Grasset Génération offensée de la police de la culture à la police de la pensée. Vous y alertez contre la montée en France d'une gauche moraliste, identitaire, déjà très répandue aux États-Unis. Sa vision confuse de l'antiracisme la pousse non pas à réclamer l'éradication des préjugés, mais un traitement particulier au nom de l'identité. Reprenant à l'extrême droite les thématiques identitaires, elle l'a fait se placer en défenseur de la mémoire et de la liberté d'expression. Loin de contester les catégories ethnicisantes de la droite suprémaciste, la gauche identitaire s'y enferme. Au lieu de rechercher la mixité et le métissage, elle fractionne nos vies et nos débats entre racisés et non racisés, monte les identités les unes contre les autres, jusqu'à mettre les minorités en compétition. Vous dites qu'il ne faut pas laisser la critique de cette gauche identitaire à la droite conservatrice, mais que seul un antiracisme sincère est à même de lutter contre ces contradictions. Vous vous revendiquez ainsi d'un antiracisme universaliste et d'une approche par le droit à l'indifférence qui permet, selon vous, d'éviter l'essentialisation des identités et à chacun de s'autodéterminer. Dans cet esprit, vous niez le bien-fondé des usages de plus en plus abusifs du concept d'appropriation culturelle et vous rappelez que la culture, autant que la politique, ne saurait être quelque chose d'exclusif. C'est au contraire le mélange, la source même de la créativité qui permet de composer un monde commun. Lieu de liberté, vous dites qu'Internet est aussi celui de tous les procès et vous dénoncez les tentatives d'intimidation de cette gauche identitaire dans le cadre de phénomènes de meute 2.0 sur les réseaux sociaux. Surtout, vous alertez contre la démarche de plus en plus victimaire de la jeunesse hypersensible d'une société qui ne flatte plus le courage ou l'honneur, mais le statut de victime, et dont l'université n'éduque plus à l'esprit critique. Cette jeunesse se veut woke, éveillée à l'injustice, mais les réseaux sociaux la poussent à décontextualiser ces luttes. Avant de lancer la conversation avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Béatrice Gibelin, créatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Richard Verly, correspondant à Paris aussi du quotidien suisse Le Temps. J'ai une question presque anecdotique à vous poser, mais vous avez vous-même donné un cycle de conférences sur Charlie Hebdo et sur la laïcité aux universités américaines de Duke et de Orleans en 2016. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience ? Oui, c'est une expérience qui est pour beaucoup, en fait, dans la rédaction de Génération offensée. C'est vraiment en rentrant de ces jours passés sur ces deux sublimes campus, mais situés dans des états évidemment très marqués encore aujourd'hui par la mémoire de l'esclavage. Et j'ai pu voir finalement tout ce que je pensais un peu exagéré de cette génération m'a paru plus grave en réalité que ce que j'avais imaginé. Alors j'étais invitée par un professeur européen mais j'ai pu parler aussi avec ses collègues américains et j'étais frappée par
D'abord, le discours qu'il y avait dans la salle des professeurs, où très clairement, la plupart des professeurs que je rencontrais étaient en souffrance par rapport à la peur de parler devant leurs élèves. Ça, c'était très frappant. Et le soulagement, le plaisir qu'ils prenaient à me voir au contraire les bousculer, puisque moi, je ne risquais rien, je ne risquais pas de me faire renvoyer. J'étais là de toute façon que pour quelques jours et puis je bénéficiais du statut d'étrangère qui m'a permis de bousculer un peu. Donc, j'ai fait des cours en amphi, j'ai fait des cours aussi en travaux pratiques. Et très vite, j'ai pu constater qu'évidemment, dès qu'on était dans le registre de l'émotion sur Charlie Hebdo, les attentats, il y avait une très grande communion. Mais dès qu'on passait à des débats qui basaient sur la raison, l'argumentation, j'avais face à moi des salles d'élèves incroyablement bloqués, très, très, très fermés. Même les corps étaient fermés. Et très vite, bon, bah, par exemple, quelqu'un au fond de la salle m'a dit, «Madame, vous n'avez pas le droit de parler du voile parce que le voile, c'est le symbole de la culture musulmane et que vous êtes une féministe blanche». Donc je l'ai remercié parce que je pense que ça condensait tout ce que je souhaitais, justement aborder, en une seule phrase. Et puis ensuite, j'ai abordé en fait, j'ai essayé d'opter pour une forme de jeu avec eux. Je leur ai dit: «Vous savez, moi je viens d'une culture française où on est très offensant. On le fait pas exprès, mais c'est notre façon d'être. On n'arrête pas d'offenser parce qu'on aime le débat, on aime la polémique. Donc on va adopter d'entrée une règle, c'est que je vais vous offenser». Et au début, j'ai cru que je commettais un crime de blasphème. Et puis petit à petit, au fil des jours, d'abord, les élèves, demandaient à venir, on poussait les murs, ils disaient: «Pardon, je sais que je ne suis pas inscrite, ça n'est pas ma classe, mais je voudrais quand même assister». Je voyais leur corps se délier, je voyais leur mâchoire se détendre et on a pu débattre de tout. Mais ça a été, il a fallu poser ce cadre, il a fallu avoir cette liberté. Mais quand j'allais au réfectoire, par exemple, entre 2 cours, je pouvais observer les tables où je voyais notamment à Hollins, qui est une université réservée à des étudiantes, je voyais des tables, d'élèves blanches, d'élèves noires, d'élèves lesbiennes, d'élèves trans et il y avait une terreur entre eux de parler des sujets dont elles n'étaient pas directement, enfin qui ne concernaient pas directement leur identité. Donc ça pareil, j'ai dû faire un énorme travail pour qu'elles s'autorisent à parler, par exemple, de la question, de l'homophobie, bien qu'elles ne soient pas, homosexuelles, de choses comme ça. Et j'ai eu des témoignages, en aparté qui m'ont quand même un peu alertée. Par exemple, je me souviens d'une jeune étudiante lesbienne qui, sans doute se disant: «Tiens, elle est de ma communauté, elle me comprendra», est venue me dire: «Vous savez, ce que vous dites, c'est très vrai. Moi, par exemple, dans mon dortoir, j'ai eu une discussion avec ma colocataire, sur la question de savoir s'il n'était pas un peu trop tôt de changer de sexe à 9 ans. Moi, je trouvais que c'était un peu tôt pour savoir si on était homosexuel ou transsexuel». Elle est allée voir la direction, elle a dit que ma démarche l'avait insécurisée, qu'elle se sentait offensée et j'ai été exclue de mon dortoir. Donc il y avait une terreur entre les élèves et une terreur entre les exercée par les élèves sur les professeurs qui était assez phénoménale et je peux vous dire qu'au bout de plusieurs jours à travailler, à pouvoir, encore une fois les provoquer, les bousculer et finalement à les voir bouger parce qu'en réalité, une fois qu'ils osent penser, ils apprennent vite. Quand je suis partie, c'est une scène qui m'a marquée, le professeur qui m'avait invitée pleurait. Mais il pleurait physiquement, il avait des larmes au coin des yeux et il m'a dit: «Tu as pu dire des choses, qu'on ne peut plus dire depuis 10 ans sur, nos campus». Béatrice Gibla. Mais c'est assez terrifiant de vous écouter raconter ce passage dans ces 2 universités américaines. Je ne pense pas que l'université française en soit là, grâce au statut des enseignants qui nous ne sommes pas menacés, pas plus quand on est au CNRS que quand on est à l'université. On ne risque pas d'être renvoyé et néanmoins, moi je constate, vraiment une sorte de lâcheté, oui, je vais prendre ce terme-là. Heu, on est parti au départ, bon, moi j'ai fait ma carrière à Vincennes, hein, donc j'ai connu des périodes, où, si on était de droite, on n'avait pas le droit de la parole du tout, hein. À Vincennes, dans les années 70, il n'était pas bon d'être un enseignant, qualifié de droite et les interventions dans ces cours étaient des choses fréquentes. Je me souviens même, Yvan Levaille qui s'est retrouvé dans le bassin à l'entrée de Vincennes parce qu'il était venu parler d'Israël et on était dans les années 70. Donc, à l'université, la tolérance, la possibilité de s'exprimer dans une argumentation sereine, ça n'a pas toujours été le cas. Mais ce qui me frappe là, c'est ce côté
que partagent un certain nombre d'enseignants-chercheurs sur la bienveillance vis-à-vis de la victime, la bienveillance vis-à-vis des minorités. C'est-à-dire qu'en partant sur l'idée qu'il faut, au fond, aider les minorités à s'exprimer et surtout à ne pas les offenser et à ne pas les humilier, on est parti vers une dérive, là, moi, que je trouve, pour ma part, inquiétante. Hein. Non pas qu'il ne faille pas parler des études de genre, à Paris 8, c'est là en partie qu'on les a initiées, de même la décolonisation, tout ça c'est très utile, c'est tout à fait nécessaire. Mais j'ai l'impression, d'une certaine façon, que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, si vous voulez. C'est que dans la dérive dans laquelle on est, et vraiment dans un, oui, je reviens au terme de lâcheté, ce qui s'est passé il y a pas si très récemment à Grenoble, avec ce professeur d'allemand qui a été vraiment mis au pilori. Et quand il a demandé de l'aide auprès de ses collègues chercheurs, son laboratoire de recherche, il n'y a eu que 2 enseignants pour le soutenir, par rapport à un laboratoire qui comporte plusieurs dizaines de membres. Je trouve ça franchement atterrant. Alors, comment on en est arrivé là? Caroline Forest. D'abord, c'est très juste, effectivement, vous avez raison, Béatrice, de rappeler, oui, qu'il y a d'autres époques où il y a eu des tensions. C'est normal que les campus soient traversés par des passions militantes. Et oui, c'est vrai qu'en France, on a cette chance, les enseignants sont quand même nettement plus protégés au niveau de leur statut et du coup, peut-être aussi, auront moins l'excuse, de ne pas y résister. Lorsqu'ils n'y résistent pas, ils n'ont vraiment pas l'excuse de la peur d'être, renvoyés. Ce qui a changé déjà, c'est qu'avant, il y avait une tendance à l'intimidation effectivement, soit vous étiez de droite, ou alors il y avait le «d'où tu parles, camarade», qui même s'il ne plaisait pas à Michel Foucault, a visiblement muté chez certains de ses héritiers en, «Dis-moi de quelle couleur de peau tu es et je te dirai de quoi tu as le droit de parler». Donc aujourd'hui, clairement, l'interdiction, en tout cas l'assignation au droit à la parole dépend plutôt d'une vision extrêmement caricaturale des identités. Comment on est arrivé là? Clairement sous l'influence de la force, des universités américaines qui ont une vitalité, pour le coup, en moyens, en réseau. Donc ça a commencé, sans doute dans les années 80 et ça s'est développé. Ça a permis, aussi à des générations d'enseignants et de chercheurs qui se sont cooptés avec cette approche et qui ont fini par exercer un vrai magistère sur tous ceux qui rêvent notamment d'avoir une carrière qui puisse se faire entre l'Europe et les États-Unis. Et moi aussi, j'ai souhaité, l'arrivée en France de ces études de genre, de ces studies et je ne le regrette pas. Je dois dire que je serai aussi vigilante, au fait que tous ces débats, toutes les critiques que nous pouvons formuler ne doivent pas servir de prétexte à jeter, en bloc la nécessité de ces études. Les études de genre sont très intéressantes si elles permettent de transmettre un regard féministe, une forme de déconstruction universaliste, si au minimum, parce qu'aujourd'hui on en est là, si au minimum elle permettait à des étudiants de comprendre, par exemple, les différentes, nuances, et les différents courants au sein du féminisme. Mais aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'on alerte, il n'y a, qu'une vision extrêmement anglo-saxonne et extrêmement identitaire et victimaire de ces approches qui semble enseigner. Il y a des exceptions évidemment, mais on a de plus en plus de témoignages de professeurs, de chercheurs, de gens qui voudraient aussi, rentrer, comme enseignants ou chercheurs sur ces domaines, qui se sentent très fragilisés, qui sentent bien qu'ils doivent au fond, montrer patte blanche s'ils veulent avoir une chance, d'être cooptés. Et pour vous donner un exemple qui montre, à quel point ça vient en France et moi, il y a une phrase qui m'a saisie, j'ai eu un débat avec une jeune colleuse, qui enseigne, enfin, pas qui enseigne, qui étudie à Paris 7 où elle a visiblement des cours qui sont donnés, essentiellement par des gens concernés, c'est-à-dire chacun vient parler de sa douleur, de son trauma, de sa souffrance et ça semble être quand même l'essentiel du cursus et on a eu un débat où nous étions avec Tania de Montaigne, Delphine Orviller à débattre de ces questions-là et à un moment donné, elle nous a quand même dit: «Il est plus grave d'être violé quand on est une femme noire que quand on est une femme blanche». Et là, je crois que j'ai mesuré à quel point, la situation, même si je m'en doutais un peu puisque c'est l'objet du livre, mais était urgente. Enfin, d'urgence, il fallait reparler de la complexité des facteurs discriminants parce que cette génération parle beaucoup de convergence des luttes et d'intersection
Mais la réalité, c'est que l'intersectionnel aujourd'hui a servi en fait de cheval de Troie à une forme d'antiracisme particulièrement identitaire et même sectaire qui intimide aujourd'hui l'antisexisme universaliste et qui semble trier à la fois les victimes et aussi sélectionner les bourreaux qu'il faut dénoncer, ce qui fait beaucoup. Michaela Wiegel. J'aimerais revenir au cas de Grenoble parce que j'ai pu échanger avec ce professeur d'allemand qui enseigne à Grenoble depuis 25 ans. Et ce qui m'a le plus frappé, j'aimerais bien que vous me donnez les raisons pour vous. Il disait que en fait, les étudiants, il a l'habitude, il trouve ça moins choquant qu'ils soient parfois extrémistes, qu'ils se sentent offensés, qu'ils revendiquent très fortement leurs arguments, mais lui, il était vraiment peiné, on le sentait par la réaction de ses collègues et comme Béatrice le rappelait, qui ne risque rien, qui ne risque pas d'être renvoyé, mais qui ou se sont tus ou lui ont carrément reproché d'avoir cherché sa situation. Et ça, je ne comprends pas très bien pourquoi, et à mon avis, ça va bientôt aussi arriver en Allemagne, pourquoi des universitaires très protégés font quand même le jeu de cette génération offensée. Caroline Forest. Alors dans ce cas-là, je pense qu'il y a en plus un facteur très, très mesquin en réalité, c'est que je crois que la dernière polémique avec la ministre de l'Enseignement supérieur, le fait d'avoir eu un réflexe de corps s'étant senti attaqué chez les chercheurs, chez les enseignants en disant comment on veut faire une enquête sur nous, ce qui était sans doute maladroit, mais je veux dire ce réflexe de corps qui a entraîné une forme de... Honnêtement, je pense que la lâcheté dont on parlait n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est très pratique à la fois d'avoir l'air d'être un enseignant rebelle en disant moi, ce qui me choque le plus, c'est que la ministre de l'Enseignement supérieur s'inquiète de l'islamo-gauchisme plutôt que de devoir effectivement tenir tête à ses élèves, essayer vraiment de prendre le risque d'être traité d'islamophobe, d'être son nom de se voir affiché en lettres capitales sur les murs de la faculté, dénoncé sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus maintenant les syndicats étudiants font carrément des appels à la délation pour trouver, si vous avez dit un mot de travers, même il y a 10 ans dans vos cours. Et donc, je crois que c'est la double situation. C'est-à-dire que c'était déjà difficile quand même de tenir tête à cette génération offensée, d'essayer de faire son travail, qui est plutôt de remettre les choses dans le bon ordre et de lui apprendre un esprit critique qui permet l'art de la contradiction. Donc, ça demande quand même un peu d'énergie. Donc, ça peut créer aussi une forme de paresse. Mais si à cette paresse, on rajoute le réflexe corporatiste et la tentation de se dire « Ah, mais en plus, je vais me mettre à dos mes collègues, des chercheurs renommés parce que je vais donner le sentiment que moi aussi je m'inquiète de certaines dérives au sein de l'université », j'ai l'impression que la conjonction des deux n'a vraiment pas aidé à créer une solidarité autour de ces deux enseignants. Mais ceci dit, avant même le débat sur la question de l'islamo-gauchisme, et c'est bien pour ça qu'il a eu lieu finalement, il y avait déjà pas mal de lâcheté constatée. On se souvient quand à la Sorbonne, Mohamed Sifawi, qui a travaillé 2 ans à préparer un séminaire d'études critiques sur la question de l'islam radical avec la mosquée de Paris, 80 imams, lorsque le cours a été proposé, ça a été la bronca, la levée de quasiment tous les syndicats étudiants et enseignants. On connaît aussi la position sur ces sujets de certains dirigeants de la FCPE. Je veux dire, il y a vraiment dans les organisations syndicales aujourd'hui une dérive préoccupante qui est donc maintenant en plus renforcée par le prétexte du réflexe de corps. David Jays. Oui, merci Philippe. Moi, j'ai relu avec plaisir ce livre pour préparer l'émission. On doit en saluer la lucidité et le courage. Et à cela s'ajoute, à la lumière de l'actualité récente dont il a déjà été question, son caractère un peu prémonitoire, parce que même si ces phénomènes sont anciens, on sent quand même une forme d'emballement ces derniers mois avec la multiplication de ces polémiques et celle de Grenoble étant la dernière en date.
Et je crois qu'un cap a véritablement été franchi, évidemment, avec l'assassinat horrible par un terroriste islamiste de Samuel Paty à l'automne. J'avais en réalité envie de vous interroger plutôt sur les causes, parce que le livre est à la fois un réquisitoire et est assez implacable sur le plan des constats, mais il est assez discret sur le volet des causes profondes. Et je voulais vous soumettre deux hypothèses. Moi, j'ai deux hypothèses qui expliquent la montée de cet identitarisme, en particulier dans la sphère universitaire. La première est au fond liée à l'invasion du marché dans toutes les sphères de la société. C'est-à-dire que la société de marché a remplacé la société républicaine. On a perdu la culture de la délibération, de la confrontation des opinions. On n'a plus de récits mobilisateurs. Et au fond, on remplace ça effectivement par ces espèces de casemates identitaires, de safe space, comme vous le dites, qui empêchent véritablement toute dynamique commune qui suppose la confrontation des idées de se mettre en branle. Est-ce que le marché n'a pas sa part de responsabilité dans ça? Et ma deuxième hypothèse, qui est plus centrée sur la sociologie du monde étudiant, universitaire, etc., est très liée à ce que le sociologue Richard Sennett appelle l'inflation par les diplômes. C'est-à-dire que une des grandes évolutions de ces 30 dernières années, c'est que nous avons eu une très forte augmentation du nombre de diplômés du supérieur et qu'à l'arrivée, les emplois qui leur sont proposés ne sont pas toujours à la hauteur du capital symbolique qu'ils ont accumulé, ou en tout cas du niveau de diplôme qu'ils ont atteint. Et donc, j'ai le sentiment que ce déclassement matériel et social qui est quasiment joué d'avance pour des générations entières d'étudiants est compensé en quelque sorte par une espèce de surenchère narcissique, symbolique, identitaire. Et je crois que c'est un phénomène très profond qui traverse tous les pays occidentaux où il y a eu cette inflation par le diplôme. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus et sur les autres causes que vous Alors, identifiez Caroline éventuellement. Forest, le marché et le déclassement. Alors oui, sur le marché, mais je le dirais plus globalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parle de cette vision, effectivement, qui est encore plus prononcée aux États-Unis, vu les fortunes que payent ces familles pour envoyer leurs enfants à l'université. C'est cette façon de considérer l'université comme une forme de service et se comporter comme un client qui attend un service de qualité au vu du montant payé. Et donc, ces étudiants un peu tyranniques, en fait, considèrent qu'ils sont des clients rois et qu'ils ne veulent pas qu'on vienne les bousculer, les froisser, les perturber. Ils veulent qu'on leur donne ce pourquoi ils ont payé sans chercher finalement à les contrarier. Ça, c'est vrai que ça joue et puis plus globalement, on est devant une génération qui est assez individualiste, qui est assez narcissique. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez. Je ne sais pas sincèrement si c'est tellement lié à l'inflation des diplômes, parce que je pense que ça, c'est un phénomène plus ancien qui n'avait pas forcément généré ce narcissisme identitaire avant. Il y avait eu manifesté d'autres, il s'est manifesté autrement. Je crois que l'inflation du narcissisme identitaire est quand même beaucoup, beaucoup le fruit de la technologie, des réseaux sociaux, de la façon dont on se socialise et dont on se politise aujourd'hui. Dans le passé, on se politisait par l'action syndicale. C'est encore le cas, on le voit à l'UNEF Grenoble, mais on a quand même été socialisé en amont d'un parti, d'un syndicat, d'un mouvement, par le reflet de soi sur les réseaux sociaux très jeune, où on est jugé par les autres. Et ça donne des choses qu'il faudrait analyser honnêtement, et du point de vue psychanalytique, et du point de vue intellectuel plus politique. Ça donne quand même l'idée qu'il faut très vite marcher droit dans le sens de sa tribu, de ses cercles d'amis. Sinon, le moindre propos qui dépasse, le moindre propos critique est quand même très facilement pris en chasse et peut vous coûter votre réputation numérique, c'est-à-dire votre vie sociale pour cette génération et finalement pour un peu tout le monde aujourd'hui. Donc ça conditionne beaucoup. Et quand en plus aux États-Unis, on voit se développer alors des choses qui sont honnêtement des fois très nécessaires et pour lesquelles nous sommes un peu en retard sur la santé mentale, mais on passe de plus d'études sur la santé mentale à une forme de câlinothérapie excessive qui victimise beaucoup. Donc l'âge victimaire plus l'âge identitaire plus l'âge narcissique fait que dans ce magma où il est plus facile finalement de suivre le mouvement de ses amis, on a quand même 2 causes nobles, belles, que je partage, que je soutiens, qui ont guidé toute ma construction, que sont l'antiracisme et le féminisme, qui créent des couloirs un peu évidents d'engagement, mais à l'intérieur desquels il n'est plus possible même de faire vivre certaines nuances sans être immédiatement annulées ou en tout cas vilipendées.
Et puis, il y a une contestation plus globale de la question de la transmission verticale. Alors, comme tout, c'est-à-dire que ce sont toujours des phénomènes dont on peut en partie se réjouir, qui finissent par juste devenir excessifs. On est tous ravis d'avoir quitté l'âge de la virilité, de la société de l'honneur, et d'être plutôt dans une société qui écoute et qui câline ses victimes, entre guillemets. Mais ça donne aussi la société où Meghan Merkel peut apparaître comme la femme la plus malheureuse au monde, sans qu'on ait plus du tout d'analyse de la grille de la classe sociale, sans qu'on remette les choses à la bonne échelle. Et les jeunes reçoivent ce message. Ils ont bien compris que pour être médiatisés, pour être célèbres, il fallait se plaindre. Donc, ça favorise quand même le fait de se dire facilement offensé. Et comme tout est un peu mis au même niveau, qu'on est aussi dans une forme de relativisme, où il n'y a plus trop de contextualisation, plutôt de mise à l'échelle, on va mettre sur le même niveau une micro-vexation, ce qui est aussi très à la mode sur les campus américains et qui vient chez nous, c'est-à-dire un propos qui nous a froissés, peut-être même simplement un propos qui nous a contrariés parce qu'il contredit nos préjugés, et on va en faire un drame digne d'un harcèlement sexuel, d'un viol, de MeToo, enfin, de choses très sérieuses où pour le coup la parole des victimes est heureusement en train de se libérer. Et parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va exister et que c'est comme ça qu'on doit formuler les choses pour être entendu par ses camarades et même être applaudi, liké, et cetera. Et ça ne facilite pas un cadre universitaire où un enseignant peut contrarier ses élèves pour leur enseigner le plaisir d'être bousculé dans ses convictions. Richard Verly. Juste un mot pour illustrer ce que vient de dire Caroline. Un ami psychiatre me racontait qu'aux États-Unis, ses confrères échangent énormément d'informations sur les conséquences pathologiques du unfollow, c'est-à-dire du fait qu'on est désinscrit de la liste des amis de quelqu'un sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram ou sur n'importe quoi, ce qui semble provoquer de considérables conséquences psychologiques et qui voisinent beaucoup avec la dépression. Richard Verly. Oui, je voudrais prendre un peu de recul et revenir sur ce que Béatrice disait de son expérience à l'université de Vincennes et de la radicalité qu'il pouvait y avoir déjà à cette époque. Quand vous prenez un petit peu de recul, Caroline Fauré, est-ce que vous ne pensez pas finalement que pas mal de ces excès aujourd'hui vont passer avec le temps? Est-ce qu'il n'y a pas, vous le dites vous-même, génération offensée? Au fond, lorsque cette génération va vieillir, est-ce qu'elle ne va pas passer à autre chose? Et est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui à regarder ces comportements comme des comportements durables, alors que peut-être ils seront solubles dans ce qu'on sait être les choses de la vie, c'est-à-dire le succès, la réussite et tout simplement les aléas d'une existence? Caroline Forest. Oui, vous avez raison. Je suis convaincue que et d'ailleurs, je le vois déjà, en réalité, je vois des étudiants qui commencent à approcher de 25 ans, presque un peu plus, 30 ans, déjà commencer à me dire: «Je comprenais pas, par exemple, il y a quelques années, ce que vous disiez, j'étais pas d'accord avec vous et maintenant je commence finalement à penser comme vous et genre à revenir de certains excès ou croyances que j'avais». Je suis d'accord avec vous, cet âge victimaire identitaire, il va passer individuellement avec le temps. Ce qui, reste préoccupant, parce qu'on le voit bien aux États-Unis, entre le moment où, par exemple, Philippe Roth, écrivait La Tâche et racontait l'histoire de ce professeur, annulé parce qu'il avait dit le mot zombie en classe, alors qu'on sait que depuis ça n'a pas arrêté, donc ça fait quand même plus de 20 ans que ça dure sur les campus américains. Régulièrement, toutes les semaines, il y a un professeur qui est ou un journaliste qui est annulé, pris en chasse, parce qu'il a dit un mot interdit ou qu'un propos a été sorti de son contexte. Ça, je ne crois pas que ça va changer. C'est-à-dire la décontextualisation, source de mauvaise foi, de campagne en annulation, c'est vraiment un fléau qui, démultiplié par la technique, va malheureusement briser beaucoup de vies, beaucoup de carrières, créer beaucoup de malentendus avant qu'on puisse reprendre le dessus. Et surtout, j'ai peur qu'entre-temps, comme ça peut quand même durer encore 20 ans ici comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves, si vous voulez, ils vont mûrir et ils vont faire ce parcours en réussissant, en étant heureux, en s'apaisant, en s'équilibrant. Mais si les laboratoires de recherche et les enseignants ont tous été cooptés sur le fait de continuer à plutôt les orienter dans cette voie, eux et les suivants, par contre, on aura régulièrement, ce flot en fait d'actes un peu délirants, de censure. On aura toujours les mêmes qui auront le droit de s'exprimer à l'université et on n'aura vraiment plus les autres, et il faut voir le nombre d'attaques physiques sur un certain nombre d'intervenants qui fleurit, en Europe en ce moment.
Et du coup, l'acmé de toutes ces actions très pénibles et symboliques, comme les débats que nous avons en ce moment, eux, ils vont nourrir les identitaires d'en face. C'est-à-dire que ma grande crainte, et c'est aussi une des inspirations de Génération Offensée, c'est d'essayer de tirer les leçons de comment la gauche identitaire américaine, que Marc Lilla a appelée la gauche identitaire et contre laquelle il s'élève de façon universaliste lui aussi, a nourri le retour de bâton trumpiste, a gonflé les voiles de l'Amérique réactionnaire, identitaire, repliée sur elle-même, ce qui n'est pas une affaire terminée, hein. Biden a réussi à gagner de pas tant de voix que ça, et on ne sait pas si la prochaine fois Donald Trump ne revient pas. Donc c'est quand même important qu'il y ait encore une fois une gauche universaliste qui, à mon avis, je le crois, tienne bon et dise non, pardon, vous ne pouvez pas confondre tout l'antiracisme, tout le féminisme avec ces manifestations d'intolérance et de censure qui les défigurent. Caroline Foix, dans votre livre, on vient de parler des États-Unis, vous avez raconté votre expérience dans ces deux universités, mais dans votre livre, vous parlez aussi d'un exemple dont je me demande, j'allais dire, non pas s'il n'est pas le pire, mais s'il est une forme d'institutionnalisation de ce que vous décrivez pour le dénoncer. Je veux parler du système de l'accommodement raisonnable au Canada. Est-ce que vous pouvez en dire un mot et l'analyser pour nous? L'accommodement raisonnable, j'en parlais déjà beaucoup dans la dernière utopie, c'est plus l'aboutissement de la crise du multiculturalisme, c'est-à-dire cette idée, contrairement à l'universalisme, que vraiment chacun doit être traité, y compris au niveau des politiques publiques, en fonction de sa différence. Au prix peut-être des fois de se voir accorder le droit, des passe-droits en réalité, au point qu'on cède au nom du politique ou de la politique publique des aménagements à l'égalité des droits. Et au Canada, c'est allé très loin puisqu'on a vu notamment des groupes ultra-orthodoxes juifs obtenir des dérogations, obtenir par exemple qu'une salle de sport qui était sur le chemin d'une yeshiva où ils voyaient des femmes faire du vélo de course en tenue de sport, soit on est givré leurs vitres pour ne pas les offenser, pour ne pas les déranger lorsqu'ils passent dans la rue. On a vu tout un tas de cas comme ça qui, pareil, ont énormément agacé beaucoup de Canadiens qui sont pourtant d'une nature assez tolérante et assez sympathique, et surtout parce que des universitaires, alors évidemment, à commencer par les grands papes du multiculturalisme de l'université canadienne que l'on connaît, notamment Charles Taylor, mais d'autres, ont été extrêmement ont défendu de façon virulente ces exceptions à l'égalité des droits au nom du respect des minorités culturelles, totalement essentialisées. Et ça vient beaucoup au Canada du fait que beaucoup de ces chercheurs ont travaillé sur la question du multiculturalisme à partir de la question des peuples indigènes, qui, à mon avis, ne posent pas les mêmes questions au niveau justement de l'autonomie culturelle et de comment on l'aménage dans une nation que celle des communautés ou des minorités sexuelles, ethniques et autres. Donc c'est vraiment le mauvais transfert de ces travaux pensés pour permettre l'autonomie culturelle des peuples premiers qui s'est transmis à une forme de sanctification du droit à la différence des communautés au sein d'un pays qui est évidemment très différent du nôtre, puisque c'est une nation déjà bilingue et qui a un enchevêtrement de communautés très différent du nôtre. Mais pardon Philippe, pour le rejoindre à Génération Offensée, c'est vrai que l'aboutissement de ça, à l'université typiquement, ça donne ce cas extrêmement comique et en même temps un peu sinistre, où une volontaire qui donnait depuis des années un cours de yoga gratuitement pour des étudiants handicapés s'est vue remerciée pour ses bons et loyaux services parce que les étudiants de cette université ont estimé que le yoga était faire des cours de yoga dans une université canadienne relevait de l'appropriation culturelle et que donc ils ne voulaient pas s'approprier la culture indienne, donc ils ne voulaient pas faire du yoga. Béatrice Gibert. Cette dernière remarque est absolument consternante. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des étudiants idiots aussi, hein. Et quand ils sont en groupe, ça fait des dégâts. Moi, je pense aussi quand même que cette situation dans laquelle on est, je reviens sur la situation française et sur la situation de l'université française et du statut si, j'allais dire, rassurant, certainement pas privilégié sur un plan financier, mais en tout cas d'une totale liberté quand on enseigne dans une université française où il n'y a pas le moindre risque et où je m'interroge un peu sur ces évolutions dans les champs, dans les nouveaux champs.
et j'insiste bien, hein, je trouve ça très bien qu'on ait lancé les études de genre et de la décolonisation ou autre, mais je me demande si ce n'est pas aussi acquérir des positions de pouvoir, faire sa place au soleil en disant, moi je travaille sur des champs qui ne sont pas encore étudiés, qui ne sont pas encore défrichés, et donc je vais apporter quelque chose de nouveau. Alors, quand ils font tous des thèses sur l'islamophobie, je ne vois pas tellement bien au bout d'un moment ce qu'ils vont apporter de nouveau, mais j'y vois aussi des rapports de pouvoir. Pas seulement, si vous voulez, bon, on prend la défense des victimes et c'est une dérive vers une gauche identitaire, mais à l'université, les rapports de pouvoir, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Hein, et je me demande si on n'a pas aussi ça dans ce qui se passe, si je repense à mon université, la Seine-Saint-Denis, par exemple. Caroline Forest. Je suis entièrement d'accord. Alors vraiment, ça sur le fait d'occuper un statut et de se servir en fait de la carte de la question du genre ou de la question dite de la race, puisqu'ils ont réhabilité ce mot par en plus de tout, c'est évidemment pour occuper un poste de pouvoir. Alors peut-être que là, ça rejoint la réflexion qu'on avait sur l'inflation des diplômes. Il y a peu de place à prendre quand on a fait des longues études. Alors il faut au moins prendre ses postes, et pour prendre ses postes, il faut dégager la concurrence. Et toute la rhétorique qui monte sur le fait de savoir qui est autorisé ou non à toucher à un sujet a beaucoup à voir avec de la compétition en réalité, la compétition la plus féroce qui soit. Et ça dépasse le cadre de l'université. C'est particulièrement évident dans le cadre universitaire, mais vous le voyez aussi dans le milieu artistique. Vous le voyez par exemple quand des artistes ou même des comédiens se plaignent qu'un autre artiste ait touché un sujet où il voudrait justement, sur lequel il voudrait écrire, sur lequel il voudrait faire une pièce ou un rôle qu'il voulait avoir. Eh bien la carte qu'il dégaine, c'est de dire: vous n'êtes pas de la bonne identité, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Moi, c'est à moi d'avoir ce contrat, cette pièce, ce rôle. On l'a vu au moment de la pièce de Kanata, par exemple, que Ariane Mouchkine enfin, c'était au début un metteur en scène canadien qui l'avait proposé avec la troupe du Théâtre du Soleil. Et au Canada, ça a été terrible parce que clairement, il y avait des gens qui ont voulu négocier des rôles dans la pièce en jouant la carte de vous n'avez pas assez associé les peuples indigènes à cette pièce, associez-nous et on arrête la polémique. Et c'est un chantage qui n'était pas possible, qui n'a pas pu être accepté parce que le fonctionnement des troupes comme la troupe du Soleil, c'est de faire travailler justement des gens qui travaillent déjà ensemble, qu'ils soient réfugiés syriens, afghans ou autres, et qu'ils puissent jouer tous les rôles. Là où les comédiens ou les groupes indigènes canadiens demandaient à ce que ce soit sur la base de l'identité que soient recrutés. Et on l'a vu au cinéma lorsque des comédiennes se font des campagnes parce que, par exemple, Scarlett Johansson a songé à jouer un personnage transgenre dans un film, eh bien, elle a dû y renoncer parce que des comédiennes transgenres lui ont dénié ce droit en demandant et en réclamant le rôle. Donc la question du rapport de pouvoir est extrêmement présente. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai mis longtemps à réaliser, parce que j'avoue que, comme c'est pas ma première hypothèse, jamais, et j'ai tort d'ailleurs sur ça, mais en ayant beaucoup fréquenté justement le milieu new-yorkais où ce monde où je suis frappée par la compétition, ça, la compétition aux États-Unis est d'une férocité qui n'a rien à voir avec la nôtre. Tout est bon pour gagner des postes. Et vraiment, on sent que la question de la victimisation, et notamment la victimisation au nom du racisme, est usée et abusée par des gens qui ont déjà un fort capital social, un énorme capital culturel, parce qu'on parle en réalité d'une élite qui passe ses vacances aux Hamptons, qui envoie ses enfants dans les meilleures écoles, qui est extrêmement fortunée, mais qui a envie d'être à la fois au sommet, j'ai envie de dire, de la pyramide sociale, et en même temps d'être au sommet de la pyramide que permet le fait de se dire victime en surréagissant ou en surinvestissement la question de la discrimination raciste. Le nom que vous cherchez, c'est Robert Lepage, qui Oui, travaillait Robert Lepage, tout à fait. Mouchkine, qui est un metteur en scène extraordinairement inventif et reconnu partout dans le monde. David Jays. Si on sort un peu de la sphère universitaire et de la sphère culturelle, on voit bien quand même que ces discours ultra-identitaires n'ont pas beaucoup de prise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un candidat à la présidentielle qui chercherait à
à prospérer sur ce thème serait crédité de 2 ou 3% d'intention de vote, à mon avis, pas beaucoup plus. Mais on sent quand même, à cause du recul de l'idéal républicain dont je parlais tout à l'heure, que ça progresse dans la jeune génération. Il y a ce sondage de l'IFOP sorti il y a une dizaine de jours qui montrait que, au fond, la jeune génération était devenue assez indifférente à la notion de laïcité, à ce qu'elle comporte d'abstraction, à ce qu'elle comporte d'esprit public, lui préférant la notion beaucoup plus intersubjective du respect, le respect du quant à soi, des positions ou des convictions de chacun. Moi, comme vous, Caroline Forest, je suis un républicain universaliste, mais je ne peux pas me satisfaire d'un discours où on réaffirme crânement la laïcité ou la République, ce que Michael Walzer appelait le kitsch républicain, dans un monde, au fond, ou auprès d'une génération qui ne le comprend plus. Et donc, je voulais vous interroger là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce discours désirable, pour le faire comprendre, pour en discuter sereinement? Je pense qu'il faut que nous fassions tous collectivement, et en particulier nous les républicains, notre examen de conscience. Avons-nous été suffisamment pédagogues? Et puis une deuxième question qui est un peu ancillaire, mais qui est très importante, je crois. Il y a un discours parfois hémiplégique de certains républicains, c'est-à-dire que quand vous n'avez jamais rien à dire sur les discriminations, sur l'inégalité qui sont très réelles dans notre société, vous donnez du grain à moudre en quelque sorte aux entrepreneurs identitaires qui vous expliquent que le discours républicain est un discours hypocrite. Bon, comme vous, je suis amené à fréquenter un échantillon des élites françaises et je suis quand même toujours extrêmement frappé par leur consanguinité dans les cabinets ministériels, dans les COMEX du CAC 40, dans les organes de presse, à la tête des organes de presse. Il y a quasiment pas de gens issus des quartiers populaires, de gens issus de la ruralité, de l'immigration. Bon, pour les femmes, ça a été longtemps très difficile, ça commence timidement à bouger. Mais je trouve dommage que les républicains en général ne soient pas suffisamment équilibrés dans la façon dont ils présentent les choses. Et c'est peut-être ça qui explique aussi les mauvaises polémiques sur ces sujets. Qu'est-ce que vous en pensez? Caroline Forest. Très honnêtement, je crois que bien que n'ayant absolument pas démérité en termes de patience, de pédagogie, notamment pour essayer d'expliquer les intentions égalitaires et laïques de la loi sur les signes religieux à l'école publique depuis 2004, de toute façon, quand bien même il y aurait une gauche qui ait un programme formidablement égalitaire et ambitieux pour résorber les inégalités et les discriminations, notre pédagogie ne passe pas parce qu'il y a en face des entrepreneurs de mauvaise foi qui se chargent de brouiller tous les messages et qu'il y a une vraie guerre. Il y a une vraie guerre intellectuelle, il y a une vraie guerre culturelle. Regardez tous nos débats et la façon dont ils sont déformés et déformés de façon volontaire, idéologique, par des organes de presse extrêmement puissants, porteurs d'un autre modèle que sont le New York Times ou le Washington Post. Quand vous disiez ça n'a pas beaucoup d'impact en politique. Non, en France, vous avez raison. Un responsable politique qui ferait une campagne identitaire, on le sait en fait combien ça fait, ça fait 6%. Je crois qu'avec Benoît Hamon, on a à peu près eu la démonstration de combien ça fait. Mais ça, et encore, lui n'est pas allé aussi loin que certains pourraient le faire aux États-Unis. Par contre, ça ne va pas durer parce qu'aux États-Unis aussi, pendant longtemps, c'était le cas. Et puis, il y a eu des livres qui ont très bien montré aux États-Unis comment, alors là, ça vous rejoint, comment moins la gauche a finalement un programme à proposer, des solutions à proposer pour résorber les inégalités, plus elle parle de diversité. J'avais écrit un article il y a très longtemps qui s'appelait « La diversité contre l'égalité », qui a été repris aussi comme titre de la traduction française du livre d'un auteur américain qui raconte ça depuis très longtemps aux États-Unis, à quel point la montée, l'explosion des inégalités aux États-Unis a coïncidé avec ce discours cosmétique sur la diversité du Parti démocrate américain, parce que quelque part, il renonçait un peu à s'occuper des sources profondes de la discrimination et notamment de la discrimination sociale. Ça change un peu. Biden en a, je crois, un peu conscience parce que lui-même bien qu'il soit obligé de donner des gages, évidemment, à la gauche identitaire, sans quoi il n'est pas possible d'être candidat du Parti démocrate aujourd'hui, il est en train d'essayer de reparler à ces classes défavorisées, y compris ces classes défavorisées blanches de l'Amérique, obèses, déclassées,
qui a besoin d'être entendu et qui a besoin d'être aidé et pas abandonné au nom de marche ou crève, et celui qui réussit financièrement a raison et en plus peut se plaindre d'avoir été victime de micro-vexations. Donc bien sûr que je suis d'accord, une république laïque, elle doit être aussi sociale pour être entendue et pour ne pas se contenter du kitsch républicain. Mais c'est vrai que pour arriver à avoir une convergence à gauche qui justement se préoccupe à nouveau de ces inégalités-là et qui élabore une plateforme ambitieuse, il faut commencer par lever, au fond, les facilités identitaires qui empoisonnent tout et qui permettent des raccourcis et des tentations de raccourcis auprès de certains politiques. Et du coup, moi, c'est vrai que je me retrouve un peu dans une situation inverse à celle où j'étais il y a 25 ans. Il y a 25 ans, j'étais, moi qui viens plutôt de la nouvelle gauche et d'une gauche qui justement pensait qu'il y en avait un petit peu marre d'entendre des marxistes nous expliquer que le grand soir, tout serait réglé et que donc il n'était absolument pas utile de s'occuper ni de l'homophobie, ni du sexisme, ni du racisme. Et bien 25 ans plus tard, je me retrouve dans la situation où on a tendance à parler énormément de ces sujets et c'est tant mieux, mais pas au point d'occulter que quand on est, quand on est pauvre, en fait, on ne vit pas de la même manière, ni les violences familiales et sexuelles, parce qu'on ne peut pas sans doute s'en échapper de la même manière. On n'a pas cette autonomie qui nous permet de se mettre à l'abri, ni même le fait de devoir subir un employeur sexiste, un employeur raciste. Avant de passer la parole à Michaela, juste, je voudrais diverger de David sur cette constatation. Je pense qu'effectivement, un candidat qui reprendrait toutes ces thèses n'aurait pas beaucoup de chance d'aller très loin. Mais par contre, le fait que ces thèses circulent à ce point me semble avoir beaucoup de chance de favoriser un candidat inverse, c'est-à-dire un candidat identitaire, un candidat d'extrême droite, appelons-le comme on voudra. Mais Michaela Wiegel. Oui, alors j'ai eu, en lisant votre livre, l'agréable surprise de constater qu'il y a déjà une traduction allemande. Ça m'a étonnée parce que jusqu'à maintenant, et bravo, hein, j'ai toujours pensé que justement, comme l'universalisme français avec l'accent mis sur la laïcité était un peu l'exception en Europe et que l'Allemagne avec oui, sa tradition d'un peu plus de relativisme culturel était probablement plus représentative d'autres pays européens. Je voulais voir comment vous voyez cet intérêt pour votre réflexion en Allemagne notamment, et si vous pensez que d'une certaine façon, le débat est plus virulent en France parce que justement, il y avait ce modèle universaliste républicain et qu'il était absent ou en tous les cas très peu développé dans d'autres sociétés européennes. Caroline Forest. Alors oui, le livre non seulement a été traduit en allemand, il vient de paraître, mais il a été sélectionné, je crois, parmi les livres les plus importants de l'année dans une prestigieuse liste paru dans toute la presse allemande. Donc je suis beaucoup en ce moment en Zoom avec l'Allemagne, à peu près avec tous les quotidiens, qui, je pense, sont séduits plus par l'approche intergénérationnelle, la question de savoir justement s'il est vraiment utile d'avoir une gauche identitaire qui réhabilite le concept de race au risque de réveiller les démons plutôt que d'essayer de déconstruire les préjugés. C'est vraiment sous cet angle-là, plus que sur la question de la laïcité, où vous avez raison, nous ne sommes pas du tout sur la même page, nous n'avons pas la même histoire à ce niveau-là, que l'on peut faire converger la réflexion. J'arrive pas à me rendre compte si j'ai pas l'impression que de toute façon la polémique soit la même tradition en Allemagne. Moi, j'ai beaucoup tourné pour tous mes autres livres à peu près partout en Europe et d'ailleurs Génération Française sort dans beaucoup de pays d'Europe, y compris du Nord etc. Mais en Allemagne, il y a une approche assez rationnelle du débat, assez argumentée, clinique et très précise et rigoureuse et du coup, j'ai l'impression que le message passe plutôt bien, des échos que j'en ai, et que donc les mêmes préoccupations existent quelque part, même si sans doute les manifestations de tapage ou de tous les sujets dont on vient de parler sont peut-être moins flamboyantes que chez nous, où de toute façon tout sert à se disputer, à polémiquer, ce qui est aussi très charmant. Richard Verly. Oui, Caroline, j'ai envie de revenir plus sur votre itinéraire. Vous disiez vous-même que vous avez évolué, bien évidemment, au fur et à mesure de votre carrière et de vos différents livres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus inquiète
pour la société française sur ces sujets que vous ne l'étiez il y a 15-20 ans quand vous avez commencé à écrire des livres. Et j'aimerais vraiment que vous identifiez les points qui vous font penser qu'il y a beaucoup plus de raisons aujourd'hui d'être inquiet que lorsque vous commenciez à soulever ces sujets. Parce que moi, je suis frappé d'autre chose quand même, c'est que quand on regarde la société française, quand on va en reportage en province, il y a bien sûr dans les universités tous les éléments que vous soulignez, tous les éléments de fracture, tous ces éléments problématiques, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup, et fort heureusement, de contre-pouvoirs. Oui, bien sûr, non, non, mais dès qu'on sort de Paris et du cadre privilégié de l'université, et d'ailleurs je ne le cesse de le dire, toutes ces, toutes ces batailles très passionnées autour de la question du genre, autour de la question des discriminations racistes, et cette façon identitaire de l'aborder est extrêmement élitiste en réalité, parce que dans le reste de la société française, au fond, la bonne nouvelle, c'est que les préjugés ont plutôt reculé, si on accepte la question de la peur fondée de l'islam politique radical et la peur infondée des musulmans, et ça reste un vrai sujet évidemment, mais qui n'est pas sorti de nulle part. On sait très bien quels sont les événements qui ont provoqué cette peur, et donc ma conviction, c'est que le meilleur moyen de ne pas la laisser alimenter le repli et la haine, c'est bien de la regarder en face et de proposer une alternative républicaine et fraternelle. Quand je dis que j'ai évolué, moi, honnêtement, dès mes premiers combats, dès que j'ai commencé à me battre pour l'égalité des droits, contre l'homophobie, et je crois qu'à l'époque, vraiment, on était très, très peu de lesbiennes sur les plateaux de télévision, et j'étais proche d'ACT UP. Je me suis vraiment beaucoup investie à la fois comme journaliste pour Tétu et comme présidente du Centre gay lesbien pour obtenir le vote du PAX. Donc j'avais énormément de gens face à moi qui étaient d'une haine que j'ai retrouvée au moment du mariage pour tous. Un peu surprise d'ailleurs, parce qu'elle n'avait pas changé, elle avait même encore un peu augmenté. Je n'ai pas changé d'avis, je pense toujours qu'il faut faire reculer l'homophobie, le sexisme, le racisme. Simplement, à l'époque, nous étions tous unis dans ce combat pour l'égalité. Toutes les minorités, les juifs, les musulmans, à l'époque on disait d'ailleurs pas tellement musulmans, c'était plutôt les Français d'origine arabe, les homosexuels, les hétérosexuels, les blancs et les moins blancs, ou les non-blancs, eh bien nous étions, on ne passait pas le temps à se fracturer de cette façon, à se rejeter les uns les autres pour savoir qui était le plus légitime. On essayait de pousser tous dans le même sens contre les dominants, contre les discriminants. Donc c'est ça qui a changé, c'est qu'en 25 ans, encore une fois, donc à cette époque, moi j'avais plutôt maille à partir avec une gauche un peu poussiéreuse, un peu marxisante, qui ne voulait pas entendre parler de ces fronts secondaires qu'elle jugeait petits bourgeois. Aujourd'hui, je me retrouve devant une situation exactement inverse, c'est-à-dire face à des jeunes militants qui ne parlent que de ça du matin au soir, mais qui parlent de moins en moins de comment changer des facteurs profonds d'inégalité, et qui surtout passent l'essentiel de leur énergie à vouloir censurer des pièces de théâtre faites par des metteurs en scène antiracistes, censurer des livres comme le livre posthume de Charb, justement sur la question de l'islamophobie, interdire des intervenants universalistes, que ce soit, ça arrive pas qu'en France, mais je veux dire en France, pareil, les anciens journalistes de Charlie Hebdo, c'est quand même pas une évidence d'aller dans une université aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvée dans la situation un peu folle, où parce que j'ai travaillé sur Tariq Ramadan, parce que j'ai critiqué le voile intégral, j'ai quand même 3 fois dans des universités été attaquée physiquement. 2 fois en Belgique, à l'université libre de Bruxelles. La première fois, j'ai fait une conférence sous protection policière, sous les insultes et les huées d'une centaine d'étudiants qui criaient sale juive, franc-maçonne, islamophobe, pendant que les professeurs claquaient des dents face à moi. Ils ont essayé de m'entartrer, ils me lançaient des boulettes à la figure, et j'ai passé 2 heures à leur tenir tête et à défendre ma position. J'étais venue parler en plus de tout à fait autre chose, de la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy, donc on a dû parler de Dieudonné, de Tariq Ramadan, d'antisémitisme, d'universalisme. J'ai tenu 2 heures, alors là je peux vous dire que c'était des islamo-gauchistes, je n'aime pas ce terme, mais de fait ce que j'avais face à moi c'était exactement ça, puisqu'il y avait des étudiants gauchistes, certains anarchistes et des militants proches de Dieudonné et de Tariq Ramadan qui m'insultaient ensemble, qui cherchaient à me faire taire ensemble, jusqu'au moment où l'un d'eux a dit « Mais vous n'arrêtez pas de parler de démocratie, Madame Forest, à bas la démocratie », ce qui, au bout de 2 heures, a essayé d'imposer quand même un dialogue, était peut-être la goutte d'eau. Mais
Mais j'y suis retournée quelques années plus tard. Là, c'est 60 militants, là aussi emmenés par un professeur de l'ULB qui depuis a été quand même démis de ses fonctions, qui était venu me reprocher mes positions sur le voile intégral et qui avait appelé sur les réseaux sociaux à me lapider symboliquement. Ils sont venus à 60, il y avait des militants islamistes et des militants gauchistes qui criaient burqa blabla et qui ont envahi la salle, l'espace pour interdire la conférence qui était sur l'extrême droite, donc je n'ai pas pu en parler. Ça a fait la une des journaux en Belgique. Et l'un des meneurs, parce qu'ils étaient quand même particulièrement agressifs, on avait franchi un cap, l'un des meneurs était venu avec une fausse bombe explosive. Un autre m'a particulièrement inquiétée. J'étais pas paranoïaque puisque entre-temps, c'était il y a quelques années, il a rejoint la Syrie où il est allé, soi-disant, en tout cas c'est ce qu'il a déclaré aux policiers au retour, à son retour en Belgique, il est allé étudier le projet humanitaire de Daesh. Donc voilà, je l'ai vécu aussi en France à la fête de l'UMA. Et honnêtement, avant de pouvoir accepter une invitation dans une université, j'hésite grandement. La pandémie a un peu réglé le problème, mais j'hésite grandement parce que j'ai aussi été pris à partie physiquement par des militants trans et des militants qui se disent féministes, mais qui m'ont exclu d'un bar un soir alors que je venais voir des amis, c'était un bar lesbien, en me traitant d'islamophobe, de transphobe, de putophobe. Alors ce qui est fou parce que quand même comme présidente du centre gay lesbien, je crois avoir fait beaucoup pour articuler les luttes trans et homo, mais pareil, tout ça n'est plus audible, on est devant un sectarisme absolu et ça m'a honnêtement particulièrement touchée pour le coup parce qu'en plus c'était une semaine après la manifestation de Civitas où je m'étais fait rouer de coups par 6 nervis qui m'avaient traité de sale pédale. Donc j'avais trouvé que les 2 semaines avaient été un petit peu lourdes pour la colonne vertébrale. Mais voilà, on est dans cette folie. Donc j'ai pas tellement changé. Il y a 25 ans, je me battais déjà pour l'égalité au nom de la République. J'invoquais tout le temps ce cadre, le cadre universaliste, le cadre républicain. À l'époque, mes copains d'Actop n'étaient pas complètement d'accord, mais signaient quand même mes manifestes. 25 ans plus tard, on ne peut plus signer de manifeste ensemble parce que certains pensent que les indigènes de la République, qui défendent pourtant des mouvements islamistes islamophobes, sont les nouveaux damnés de la terre et que les universalistes républicains qui ont quand même obtenu l'égalité des droits sont d'abominables fascistes. Caroline Forest, peut-être une dernière question, mais on a parlé tout à l'heure, on a cherché une explication à l'absence de réaction des enseignants dans cette affaire de Grenoble et on a parlé de cette lâcheté. Je me souviens d'une expression qui avait été employée dans d'autres circonstances, la lâcheté des forts en thème. Mais on n'a pas parlé du journalisme et de la manière dont le journalisme emboîte ou n'emboîte pas le pas à cette intimidation. Ah, c'est une bonne question que vous me posez, Philippe. Honnêtement, aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, je trouve que d'attentat en attentat, le cercle des vigilants, des esprits critiques et lucides a quand même tellement grandi que je retrouve chez beaucoup de mes collègues le goût de justement contextualiser, ne rien laisser passer, aller enquêter. Alors évidemment, malheureusement, on est très vite débordé par aussi une approche plus spectaculaire et plus, aujourd'hui quasiment, c'est presque l'inverse. On a du mal à faire entendre une parole mesurée même sur ces sujets parce que très vite, on est débordé par une forme de démagogie identitaire dans l'autre sens. Donc, on est dans le problème inverse. Mais ça fait quand même un grand changement par rapport à il y a quelques années parce que là aussi, j'ai la mémoire un peu longue du nombre, d'articles, de coups reçus de la part de confrères pour avoir dit des choses assez simples et pas seulement moi. Je veux dire, bon, il y a une grande tradition dans le journal Le Monde, par exemple, en termes de vraiment souvent d'ailleurs sous la plume de chercheurs, pour essayer de brouiller, de disqualifier, de traiter d'islamophobe aussi, tout journaliste qui enquête sur l'islam, radical. Donc ça a pendant des années été quand même très dur à vivre, même si j'ai eu aussi la chance d'avoir une chronique dans les pages du Monde, donc je ne peux pas complètement me plaindre. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont subi des cabales de la part de journalistes très durs. Mohamed Chifaoui a failli vraiment devoir arrêter de travailler à cause de ces diffamations. Or, c'est un des meilleurs spécialistes sur ce sujet. Rappelez-vous ce qu'a subi David Thompson quand il disait des choses aussi vraies et simples que des djihadistes français, attention, sont en train de rejoindre la Syrie et peuvent demain frapper la France. Nous étions avant les attentats et des chercheurs que l'on connaît bien, toujours les mêmes, rigolaient, les faisaient passer pour des paranoïaques, des islamophobes et racontaient qu'ils racontaient n'importe quoi parce que si ces djihadistes partaient en Syrie, c'était certainement pas pour s'occuper de la France. On a entendu au fur et à mesure des années des choses folles. C'est-à-dire
on a eu face à nous, parce qu'on est assez nombreux quand même à porter ces alertes, vraiment un bloc de gens dans le déni, alors pour des raisons vraiment idéologiques, parce que je mets de côté les naïfs. Je ne parle que de ces gens chercheurs et journalistes qui ont passé leur temps à essayer de brouiller nos alertes, nos constats, et à essayer de tordre les faits pour maintenir ce déni qui protégeait le pire en réalité. Donc ça a été sans doute, honnêtement, c'est sans doute le plus violent à vivre, parce que c'est terriblement frustrant et injuste. Et alors j'ai notamment en tête la violence d'organes de presse comme le New York Times au moment de l'affaire des caricatures. Je ne l'oublierai jamais, parce que moi je suis convaincue que cette violence, ce manque de solidarité de journalistes avec la démarche de Charlie Hebdo et d'autres journaux de l'époque, qui étaient de montrer des dessins au cœur d'une polémique mondiale, a joué un rôle formidablement nocif dans le fait de les isoler, les fragiliser, et de donner le sentiment aux stratèges du djihadisme qu'il serait populaire de les frapper. Et là, je pourrais vous parler des heures de la malhonnêteté intellectuelle de certains journalistes qui ont déformé les propos tenus dans la salle de conférence de Charlie Hebdo, qui sont allés expliquer qu'on ne voulait que rire des musulmans, les humilier, que ça nous faisait plaisir. J'ai lu des articles fous, qui étaient à l'opposé de tout ce qui se passait. Caroline Forest, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je signale à nos auditeurs que votre livre Génération offensée vient de paraître en livre de poche, et je leur signale aussi que nous reprenons ce mercredi le cours de nos badas, de nos suppléments sur le monde de la culture et sur ceux qui le font vivre, et nous reprenons ce cours avec les 2 principaux scénaristes de la série En thérapie, série diffusée avec un considérable succès par Arte. David Elkaïm et Vincent Poimilot sont ces 2 scénaristes, et le succès de cette série, succès auquel j'adhère pleinement avec l'enthousiasme de quelqu'un qui a toujours pensé que la télévision pourrait faire de grandes choses, ce succès m'a poussé à demander à David Elkaïm et à Vincent Poimilot de nous éclairer d'abord sur leur parcours. Ce sera la première rencontre avec eux mercredi prochain, le 14, puis sur la manière dont ils ont travaillé pour En thérapie, et ce sera la seconde rencontre le 21. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Oscar Goeb, merci à Benoît Carré, à Nicolas Tourneau, à Olivier Magloire, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes. Et rendez-vous mercredi pour cette rencontre avec les 2 scénaristes principaux de En thérapie, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.